Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Le jour de gloire est arrivé, podcast spécial français. Pour fêter dignement le 14 juillet, on a décidé de vous concocter une petite playlist pleine de saveurs. Au menu, un film, une série, une musique issue du patrimoine français. Allons enfants de la pop culture. I am the one who knocks. To pose you, tu sais. Why do we fall first? So we can learn to pick ourselves up. Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. I just told you who I thought I was. A god. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Bonjour tout le monde. Et salut. Salut Dalil. Salut Léandre. Et voilà, vous vous en doutez, podcast spécial français. Oui, couleur bleu, blanc, rouge aujourd'hui. Voilà, c'est pas forcément notre cheval de bataille qu'on préfère. Non, bah écoute, moi je suis en renouement, tu vois. C'est vrai. J'aimais bien la culture du cinéma français dans les années avant, tu vois, Ouais, avec l'âge d'or, Belmondo, ouais. etc. Puis il y a eu la déchirure. Il y a eu un petit passage à creux. Ouais, c'est ça. Et puis là maintenant, avec l'avènement de Netflix, etc., Surtout, ouais. les Français commencent à prendre un peu plus de danger et j'aime beaucoup. Mhm. Et toi? J'ai envie de dire, le danger a toujours été là, c'est juste qu'il n'y avait pas de société de production qui était là pour les soutenir. Mais c'est vrai que Netflix va revenir souvent dans ce podcast parce qu'ils ont soutenu pas mal de projets assez audacieux Exactement. en France. Ouais. Donc évidemment, on va beaucoup en parler. Si on compare un peu nos sélections à tous les deux, c'est assez différent. Donc on sent bien ta nostalgie quand même dans ta sélection à certains moments. Ouais, il faut quand même en parler. Ouais, moins un peu ton enfance. moins. Ouais, Je suis c'est vrai que plus- toi, je suis t'es plus plus récent. un enfant du... Moi je suis de la street. T'es Voilà. la street. Un enfant de la street. Donc voilà, on va vous proposer une sélection d'un film, une série et une musique. On commence tout de suite avec le film, qu'est-ce que t'en dis ? Bah ouais, allons-y gaiement. Allons, enfants de la patrie. Alors dans le patrimoine du 7e art français, c'est quand même très riche, c'est le pays du cinéma, clairement. Ouais. C'est vrai. Si, et si. Truffaut. Il y a quand même la nouvelle vague, et puis toute une période aussi avec Funès et tous les plus grands. Puis Passage à vide, hein, on en a parlé. Bon, il y a des gens qui te diront non, mais bon... Ouais, il y a quand même le passage avec toutes les comédies qui se sont enchaînées là. On y est encore un peu, Ouais. avec des bonnes grosses daubes. Ouais, moi j'aime bien les tuches. T'aimes pas les tuches? Mais si, c'est chouette. Non, moi j'aime pas, gros. Je y arrive pas. Mais voilà, il manque quelque chose pour l'instant. Bah, dans c'était le soit cinéma français. comédie, bien franchouillarde, bien francisée, Ouais. soit un film Très très- profond. très psyché. Ouais, très art et essai. Il n'y avait jamais de juste milieu en fait, j'ai l'impression. tu vois. Non, il n'y a pas le film d'action, Ouais, à part Besson et son banlieue 13. voilà. Bah, Luc, hein, je t'aime. Luc Oh bah Le réalisateur français le moins français de tous. Exact. Mais donc, avant de parler de nos sélections à chacun, on va vous parler un peu de films qui nous ont touchés quand même, des films qu'on a appréciés dans le cinéma français. Moi, je pense par exemple à des films un peu plus vieux, comme La Soupe aux choux. Moi, je trouve que c'est quand même un classique pour moi. J'ai un peu du mal avec les vieux films, mais celui-là, je sais pas pourquoi, il y a vraiment une grosse part de nostalgie. Je le regarde toujours chez ma grand-mère. Cyrano de Bergerac avec Depardieu. Mhm. Quand même un monstre du cinéma français. Faut quand même parler de comédie. Je pense que Chabat, évidemment, on est obligé d'en parler. Astérix Obélix Mission Cléopâtre, Ouais, bien sûr. c'est quand même culte, quoi. Ouais, mais bien sûr. Et puis l'autre, le film où il incarne un chien. Didier. Voilà, c'est ça, Didier. La Cité de la La Peur. Cité de la Peur, Eh oui. bien sûr. Enfin voilà, il y a quand même des monuments dans le cinéma Ouais, bon, il y français. a aussi le Fernandel. Oui, Tous oui, les films de oui, Fernandel oui. qui ont bercé mon enfance. Il y a aussi les films de Belmondo. On part sur évidemment des classiques du cinéma que moi, voilà, c'est Et puis, un il y a cinéma aussi que je connais moins. les Truffaut, Oui, qui tout à vont fait. bientôt arriver sur Netflix. Ah, ben voilà. Ça a été annoncé, ça va renouer avec le cinéma classique français, puisqu'ils sont quand même en manque à ce niveau-là, dans le catalogue. Et Netflix a annoncé que des Truffaut, etc. Ah, ben, merci allaient, Netflix. allaient tomber Bah, dessus. je trouve que c'est vraiment une bonne chose, tu vois, ça va permettre à des gens qui ne connaissent pas, genre moi par exemple, de se refaire une petite culture cinématographique. Ah ouais, C'est c'est pas plus clair. mal. C'est vraiment pas plus mal, c'est vraiment bien. Enfin bref. Et dans Comme des aussi. trucs un peu plus récents, on parlait d'un renouveau un peu dans le cinéma français. Moi, j'ai regardé il y a pas longtemps Le Chant du Loup
avec Kassovitz, Omar Sy, etc. Ils n'ont pas créé un nouveau genre, tu vois, c'est très film de sous-marin, tout simplement, comme il en existait déjà avant. Mais je trouve que c'est très bien réalisé pour un film français. Enfin, on parle quand même d'un film, d'un thriller sous-marin avec une menace nucléaire. Je trouve que c'est quand même... Ça sort des sentiers battus. Voilà, Quoi. pour le cinéma français, c'est quand même assez original, je trouve. Et c'était très bien réalisé. Mais Balle perdue sur Balle Netflix, perdue, qui, bon, on peut dire ce qu'on veut, avec un scénario assez faiblard, Tout à fait. qui tient sur une feuille de papier toilette, arrive à faire des scènes d'action qui sont vraiment prenantes, Niveau action, c'est vrai que c'est... qu'on n'était plus habitué depuis Banlieue 13. Mais là, ils ont osé des trucs, et surtout, bon, c'est vrai que les courses-poursuites en voiture font un peu cheap, Bon, mais... moi, je trouve que ça va. Ça se voit, à la quoi. fin, tu vois... Mais franchement, la scène, justement, la course-poursuite finale, elle est vraiment géniale. Quoi. Ouais. Bah donc voilà, on vous conseille un peu, donc c'est sur Netflix, donc allez voir Balle perdue, c'est un peu le nouveau cinéma français qui arrive petit à petit. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Eh bien, moi, j'ai décidé de choisir un film qui ne date pas d'hier, mais qui est pourtant d'actualité à l'heure d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de La Haine, évidemment, le classique de Mathieu Kassovitz. Le film street, quoi. Le film street, je trouve que Tu viens de Paris du 9-2, quoi. c'est le film français chez les jeunes, tu vois. Enfin, tu demandes aux jeunes un film français culte, je pense que beaucoup vont te répondre La Haine, tu vois. Bien sûr. Et ça s'est très bien exporté aussi, donc ça a même une envergure internationale. Sorti en 1995, le film s'inspire de l'affaire Makome Mbowole, tué à bout portant d'une balle dans la tête par l'inspecteur Pascal Compin. Et donc évidemment, s'en est suivi des émeutes, etc. Et donc Mathieu Kassovitz, en voyant tout ça, s'est dit ouais, vas-y, ça pourrait faire un bon film. Donc il s'en est inspiré pour... Surtout Mathieu, faire, quoi. Ouais, surtout Mathieu qui connaît bien la street, hein, on en reparlera évidemment. Et donc c'est vraiment ça que j'apprécie dans ce film, parce que c'est un film intemporel, politique et controversé. Et son sujet, il revient dans l'actualité assez souvent. En 2005, il y a eu évidemment les émeutes dans les banlieues à la suite de la mort de Benna et Traoré. Aujourd'hui, ça pète encore, surtout plus aux États-Unis avec le mouvement Black Lives Matter, mais en France aussi, on a de nouvelles manifestations contre les violences policières. Donc c'est un sujet qui revient toujours. Et le fait que le film soit en noir et blanc, je trouve que ça justement, le film n'a pas pris une ride, quoi. Tu vois. Ouais, mais c'est ça que j'allais dire, c'est que même niveau de l'esthétique du film Ouais. et les décors employés, etc., il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, tu peux toujours le regarder maintenant, tu C'est kifferas ça. ta vie, quoi. Je l'ai re-regardé pour préparer ce podcast et ça passait crème, quoi. Ouais, vraiment. C'est dingue. Évidemment, il y a aussi la prestation incroyable des trois acteurs, surtout évidemment Vincent Cassel. Hein, Ouais, quand même. Mais bon, évidemment, ça fait polémique aussi parce que c'est un film qui est censé combattre le racisme, mais on met Vincent Cassel, le blanc, en devant, ouais. tout le temps. Tu vois, c'est lui qui était sur l'affiche, c'est lui qu'on voit tout le temps à l'écran en gros plan. Et quand tu penses à La Haine, tu penses à Vincent Cassel. Ouais, évidemment. Après, voilà, il faut pas retirer sa performance, c'était incroyable et on sait la carrière qu'il a eue après. Et en grande Et le partie melon, grâce à ça. surtout. Et le melon surtout, mais moi j'aime beaucoup Vincent Cassel. Mais alors, au-delà du sujet politique, donc les violences policières, qui a vraiment, évidemment, fait beaucoup parler, par exemple, quand ils ont marché les marches de Cannes, les forces de l'ordre ont tourné leur dos en contestation. Il y a beaucoup de porte-parole des policiers qui ont dit que c'était vraiment une image tronquée de la réalité de banlieue. Ça se discute évidemment, vu que il faut rappeler que quand même Kassovitz... Et les policiers ne rentrent pas dans ces zones-là. Ils ont peur. Voilà, bien sûr, c'est des no-go zones. Hein. C'est ça. Mais bon, il faut quand même rappeler que Mathieu, c'est quand même un beau bobo. Mais non, il vient de la street. Qu'est-ce que tu Il ne racontes? connaît absolument rien de la street. Et donc ça aussi, donc il y a les policiers qui ont dit c'est un peu déconné, mais il y a aussi beaucoup de gens des banlieues qui ont dit que c'était une image complètement folle et complètement fausse de la banlieue, quoi. Mais alors, ce qui rend aussi le film si culte, c'est les dialogues super bien ciselés, les insultes qui sont devenues légendaires, c'est toi la cave, c'est toi les trucs comme ça, et les scènes mythiques, enfin, niveau de la technique qu'il y avait derrière, il y a quand même des scènes incroyables. La scène de Vincent Cassel qui rend hommage à Robert De Niro dans Taxi Driver. Taxi Driver, ouais. Au niveau de la technique de la réalisation de ce truc-là, c'est quand même assez impressionnant, surtout à l'époque. Surtout les couilles, parce qu'il fait partie de ses premiers films, non, à Kassovitz? Ouais, je crois que c'est son deuxième gros film,
mais il avait déjà fait des petits trucs avant, mais ouais, et il le fait bien, quoi. Ben voilà, c'est ça. Enfin, il faut porter, quoi. Ouais, à fond. Copier du Scorsese. Ouais, c'est ça, quoi. Et alors, cette scène-là, en fait, elle est pas jouée avec un miroir. C'est ça qui est super impressionnant, c'est que c'est une doublure. Et donc, t'as cet effet quand t'arrives de dos. Donc, tu vois Vincent Cassel de dos qui se parle au miroir, sauf qu'en fait, donc, c'est une doublure. Et puis, il s'abaisse et hop, on est face à Vincent Cassel directement, quoi. Tactiquement, c'était quand même assez impressionnant. Et puis, il y a beaucoup de trucs super chouettes dans ce film. Évidemment, succès commercial, mais succès aussi critique. Prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 1995, César du meilleur film, producteur et montage en 1996. Il faut savoir que Jodie Foster est fan de ce film, et donc elle a été la marraine de ce film pour le faire passer aux États-Unis. Il est passé à New York, il a fait un tabac. Et donc elle a dit à Mathieu Kassovitz, bah écoute, je crois que tu as tes chances aux Oscars, etc. Donc elle lui a dit, mais par contre, il va falloir faire du lobbying à fond la caisse. Et Mathieu Kassovitz lui a dit, ouais, non, ça m'intéresse pas, nique ta mère. Et donc la haine n'aura jamais été aux Oscars. Petites anecdotes, parce que vous savez qu'on aime bien en donner quelques-unes ici au podcast. Tous les figurants du film sont des habitants de la cité de la Noé. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fait des auditions à la sauvage. Ils ont dit, si vous voulez être dans le film, vous passez. Donc, tous les petits jeunes qu'on voit, tous les habitants du quartier, c'est des gens du quartier, vraiment, quoi. Mhm. Pour pas non plus faire le truc complètement déconnecté, des mecs qui arrivent en mode... Du bobo, quoi. Ouais, voilà notre vision de la banlieue, c'est comme ça qu'on va la faire. Bienvenue en banlieue, C'est ça. où les darènes sont dans la tourmente. Et alors, dans la scène où Vincent Lindon joue l'ivrogne, et où il le fait très bien d'ailleurs, Ouais, bah... Mathieu lui a dit, écoute, d'accord, je veux bien que tu viennes pour ce film, mais alors tu viens bourré sur le tournage. Et donc Vincent il a dit, à l'aise frère. Et donc il s'est bourré la gueule, il est arrivé. Donc c'est pour ça que c'est si réaliste, évidemment. Allez. Donc voilà, La haine, le film culte par excellence, je trouve, qui n'a pas pris une ride. C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller. Et toi? Moi, je vais dans un classique. Ah, bah oui, quand même, il Dans fallait. un classique de De Funès, plus exactement. De réalisateur, c'est Gérard Houry, pour les connaisseurs. Je vais parler de La folie des grandeurs. Toi, apparemment, tu ne l'aurais pas Non, vu. mais même moi qui ne l'ai pas vu, je l'avoue, je connais, tu vois. Ouais. C'est dire l'ampleur de ce film. Pour un petit rappel au niveau du synopsis, Don Salluste, interprété par De Funès, qui profite de ses fonctions de ministre des Finances d'Espagne pour racketter le peuple. La reine, qui le déteste, réussit à le chasser de la cour, et lui, ivre de vengeance, va décider de compromettre la reine. Il va d'abord demander à Don César, son neveu, de participer au complot. Celui-ci refuse, et donc Salluste va se rabattre sur son valet, Blaze, pour qu'il charme la reine et essaie de l'évincer du trône, quoi. Un film de séduction, de trahison. C'est ça, c'est un film de séduction, de quiproquo surtout, beaucoup d'humour et de la bonne humeur, des répliques cultes, des scènes cultes aussi, et surtout une bande-son bien léchée. Alors, j'ai vraiment essayé, dans le synopsis, d'être complet, mais c'est vraiment difficile, tellement il y a d'histoires qui s'entremêlent, etc. Des coups d'état qui essaient de naître un peu partout. Game of Thrones avant l'heure, quoi. Voilà, c'est ça, c'est vraiment le Game of Thrones, quoi. La bande-son, justement, parlons-en, puisque c'est un des rares films qui a eu une bande-son par Monsieur Paul Naref lui-même. Oh, carrément. Ah ouais. Et alors, il s'est inspiré des western spaghetti, et notamment de Ennio Donc, Morricone, du Feu. Petite pensée. Hein. Quand même, ouais. C'était quand même un grand monsieur des bandes-sons. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un film qui a vraiment bercé mon enfance, que j'ai regardé quasiment chaque année, parfois chaque mois. Je connaissais les répliques, là, maintenant, en gros. Tu me demandes de faire une réplique, je me souviens plus. Ouais. Bon, après, il y a le El Famoso Monseigneur. Ouais, il est l'heure de se réveiller. Moi, j'ai ça avec la soupe aux choux, tu vois. Ouais, c'est quoi tes répliques préférées? Tu vois, genre... Ah ouais. Ah ouais, c'est Sinon, au niveau des petites anecdotes, eh bien, le rôle de Blaze, donc interprété par Yves Montand à l'écran, eh bien, c'était Bourvil qui devait interpréter le rôle. Sauf que Bourvil est décédé, donc petit ange. Forcément, ça aurait été difficile. Hein. Et donc, Gérard Houry,
s'est rabattu sur Yves Montand, quoi. Il avait d'abord créé un rôle pour Bourvil, en fait, au départ, et puis il a décidé de remanier un peu le rôle pour faire un truc un peu plus charmeur, un peu plus Yves Montand, quoi. Ouais, évidemment. Il faut savoir aussi que Gérard Houry, eh bien, c'est pas un projet qui est né spontanément. C'est vraiment un truc qu'il a travaillé pendant des dizaines d'années. En fait, à la base, il venait du milieu de la scène, du milieu théâtral, et il avait interprété le rôle de Don Salluste, puisque ce film est adapté de Victor Hugo, de Ruy Blas, qui n'a rien à voir, hein. Le ton est complètement différent. Dans la pièce de Victor Hugo, c'est quelque chose de plus dramatique, de plus de plus poignant. Donc cette pièce raconte des personnages, va suivre des personnages qui sont soumis à un destin fatal et qui vont essayer de vainement s'en défaire, tu vois. Ouais. Alors on va avoir un peu Don Salluste, etc. Donc on va vraiment retrouver ce pattern de complot, etc. Mais de manière plus noire, quoi. Plus sombre. Un peu Sophocle. Ouais, c'est ça. Donc Gérard avait incarné le rôle de Salluste, et puis il s'est dit, punaise, ce serait bien de le faire en scène, en film, tu vois. Et c'est seulement 11 ans après, donc en 71, qu'il décide de transformer sa vision en réalité, et ce, grâce au succès du Cornio, qui était son film juste précédent, avec justement De Funès et Bourvil. Et on lui a dit, mais écoute, il faut que tu continues dans tes films, quoi. Alors quand il a présenté le projet, c'était un peu particulier. On dit, une pièce de Victor Hugo en humour, c'est quoi ce délire? On reste dans le patrimoine français. Oui, ça c'est vrai. Mais bon, les gens étaient un peu frileux. Sceptiques. Et puis là, t'as ça, quoi. Bim. T'as Comme quoi, il faut être audacieux. Ah ouais, vraiment. Pour les plus coquins d'entre vous, Karine Schubert, celle qui incarne le rôle de la reine dans le film, s'est reconvertie début des années 80 à une carrière pornographique. Ouh. Elle a tourné avec El Famoso Rocco. Ah, carrément. Voilà. Etc. Donc, c'est vraiment sulfureux, quoi, sa vie, mais c'est aussi triste. Bon, je ne vais pas non plus vous saper le moral. Parce que tu as l'habitude quand même. Hein. Ouais, donc je vais juste dire que sa vie n'était pas facile, et elle a terminé en hôpital psychiatrique, quoi. Eh ben merci Dalil. Mais de rien, ça me fait plaisir. On termine ça dans la joie et la bonne humeur. Non, franchement, La Folie des Grandeurs, c'est vraiment un film culte que je vous conseille de voir, surtout si vous avez un peu le blues. Foncez, vous allez rire. La scène de la taverne où De Funès est travesti avec sa longue robe toute dégueulasse et son grain de beauté immonde où il appelle Yves Montand, c'est juste... moi, j'ai toujours cette image avec le... C'est vraiment dingue. Et puis... c'est vraiment un bon film rempli de good vibes que je conseille à tout le monde. C'est intemporel. La musique, elle est ouf. Le refrain, parfois, me revient. Tu sais, quand je regarde justement des western spaghetti, etc., ouais. c'est le premier déclic que t'as, quoi. Et voilà, quoi. C'est rempli de répliques cultes. Enfin bref, je te conseille de regarder ça avec oui, madame. Il va falloir que je m'y jette, hein, ça c'est sûr. Bah c'est bien, deux films, deux ambiances. Hein, si vous voulez un peu plus décompresser, feel good, La Folie des Grandeurs. Si vous êtes un peu en mode BLM, j'ai envie d'être énervé, vous regardez La Haine. Hein. On va passer tout de suite aux séries télévisées françaises. Mais donc, quand on parle de séries françaises, il n'y a pas énormément de noms qui me viennent en tête. Je sais pas toi, on a les classiques Plus belle la vie, Sous le soleil, Hélène et les garçons. Beaucoup de séries policières aussi. T'as des séries policières bien françaises? Non. Ah, ok. Mais elles existent. Ouais. RIS, police scientifique. Il y en a blindé, tu vois. Il y a Julie Lescaut. Voilà, tu vois. Navarro. Mais des bonnes séries françaises. Enfin, des séries qui nous parlent en tant que jeunes, tu vois, quand tu compares aux séries américaines ou même séries toujours européennes, hein, du style Dark ou pour les Allemands. La Casa del Papel. La Casa del Papel, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Et même en Belgique, c'est... En Belgique, c'est encore plus chaud. Ouais. C'est encore plus chaud. C'est bientôt la fête nationale belge, non? Ouais. On fait peut-être pas une émission, tiens? Je sais pas. Oh là là, ça cogite ici.
séries françaises qu'on pourrait croire clichés, un peu qu'on pourrait peut-être mettre dans la catégorie de toutes celles dont on vient se foutre, mettre de la gueule. Mais bizarrement, j'ai apprécié. Et donc pour mon choix de série, j'ai choisi 10%. Allez. Oh, ouais. Alors, de prime abord, c'est pas une série vers laquelle j'aurais été. Clairement. C'est très français. Ouais, c'est ça. L'humour aussi français, quoi. Ouais, voilà. J'ai dévoré cette série. C'est vraiment très sympathique à regarder avec sa compagne. Allez, tu vois. le Donc, soir. c'est une série produite par Mon Voisin Productions et France Télévisions. Elle raconte le quotidien d'une agence artistique d'acteurs dans Paris. Donc le synopsis est assez simple, ma foi. Mais ça permet évidemment, vous vous en doutez bien, d'avoir des caméos plutôt sympathiques. Ouais, c'est ça. Et donc ça nous permet évidemment d'avoir des acteurs français qui viennent jouer leur propre rôle. Et ce qui est vraiment bien avec cette série, c'est toute l'autodérision qu'il y a autour. Parce qu'on va voir par exemple Jean Dujardin qui vient en mode méthode acteur, qui a fait un film genre The Revenant de Leonardo DiCaprio, avec Leonardo DiCaprio. Et il reste dans son mood je reste un sauvage. Et donc il campe dans le fond de son jardin, etc. Mais il faut avoir les couilles quand même de le faire, tu vois. Ou bien Monica Bellucci qui est incroyable, qui est là. Oui, mais moi j'en ai marre de sortir avec des beaux gosses et tout. J'aimerais bien sortir avec un homme simple à un moment donné. Ouais. Enfin, tu vois, ils se foutent tous complètement ouvertement de leur gueule. Ça tombe quand même vachement sur Platane. Oui, je sais. Ouais. Là, c'est mieux fait. C'est vachement mieux Eric fait. Judor. Il y a quand même rien à dire. Parce qu'en plus, justement. Mais c'est pas la même histoire, tu vois. Oui, mais voilà, ça, c'est ce que j'allais ça a dire. la même Oui. la même thématique, Oui, tu oui, vois. oui. La plus-value, justement, c'est la même. Monica Bellucci joue exactement le même rôle Ah ouais, ça, que j'ai pas vu. dans Platane, Ok. tu vois, où c'est aussi exagéré au possible. Ok. T'as Monica qui apparaît et qui est là en mode « Je veux sauver les animaux, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et Ouais. je veux sortir de ces sentiers où on me met des rôles. Oui. Et bref, enfin oui, mais tu vois... Après, ils ont quand même pas eu autant de grosses célébrités. Non, dans mais Platane, hein. comme Il y a Isabelle d'habitude, Huppert et tout, Eric Judor et Judor. tout ce qu'il fait, c'est à retard, tu vois. Alors bien évidemment, les caméos des célébrités avec plein d'autodérision, ça change un peu du style français très pompeux, très chauvin, donc ça fait du bien. Mais c'est pas ce qui me fait le plus kiffer cette série. Je trouve que ils ont vraiment réussi à créer un soap opéra, c'est clairement ça, complètement assumé et complètement bien réalisé. Et donc tu te retrouves attaché à ce groupe d'acteurs qui jouent des agents d'acteurs. C'est quand même un rôle assez particulier, je trouve. Et C'est méta. Hein. C'est très très méta, évidemment. Et ils le font très bien. Ils ont réussi à faire un truc sympathique pour une série française. Et ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé ça, tu vois. Ah tant mieux pour toi. Bah ouais. Moi, ça me parle pas, je t'avoue. Mais oui, encore une fois, je te le dis, moi, ça ne me parlait pas du tout avant. Et c'est vraiment pas un truc vers lequel j'aurais été. Mais c'est bien foutu, tu vois. Franchement, c'est vraiment bien foutu. Et alors, ce qui rend aussi ça assez attrayant, c'est le côté réaliste de la chose, parce que donc c'est une série produite, comme j'ai dit, par Mon Voisin Productions, mais Mon Voisin Productions, c'est qui est derrière? C'est Dominique Besnard. Et alors c'est qui Dominique Besnard? C'est le plus grand agent de célébrité en France pendant des années. Il ne l'est plus maintenant, évidemment, mais donc c'est lui qui est venu avec toutes ces anecdotes de sa longue carrière, et donc les situations que tu vois avec ces célébrités françaises, c'est des vraies situations. Écoute, tu me donnes envie de retenter la chose. Mais je t'avouerai... Je sais pas si tu vas aimer, hein, clairement. Hein. Mais j'ai regardé un épisode, j'étais pas fait... Regarde l'épisode avec Jean Dujardin. Il est vraiment bien. L'épisode 1 de la saison 3. Ah ouais, t'es à ce point-là dans le délire. Ah bah moi j'ai tout regardé. Tu connais les épisodes. Ah non, mais c'est parce que j'ai travaillé, tu penses bien. Oh là là. Parlons de Netflix, parce que pourquoi cette série fonctionne aussi bien? Donc c'est diffusé par France Télévisions, donc sur France 2, enfin bref voilà. Mais c'est surtout diffusé à l'international grâce à Netflix. Et donc énorme succès, selon les acteurs, à voir si c'est vrai, c'est une des séries les plus regardées de tout Netflix, tout confondu, parce qu'elle a été doublée en blindé de langues, en espagnol, en italien, en anglais, et aux États-Unis ça fonctionne du tonnerre. Ouais, mais ça les États-Unis ça m'étonne même pas, ils kiffent ce genre de truc. Ils adorent, et donc tous les acteurs là qu'on voit dans cette série, ils ont eu tous des propositions pour aller faire des films et des séries aux États-Unis. Et alors, ça a été adapté carrément, donc ça a été traduit, mais ça a été aussi adapté au Québec. Ça s'appelle Les Invisibles, mais ça sort bientôt une adaptation aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Chine, au Canada, en Italie, en Espagne. Oh, il s'est fait des couilles en or. Mais c'est ouf, hein, le succès que ça a eu, et tout ça grâce à Netflix, parce que
En fait, je pense que ça a eu un peu le même effet de, tu vois, genre La Casa de Papel. Ici, genre, j'aurais jamais regardé ce truc-là sur Netflix. Tu vois une série espagnole comme ça, tu vas ni aller la chercher sur Internet. Enfin, tu vois. Mais tu sais même pas. Oui. Parce que ça reste en Tu fait. sais pas que ça existe, ouais. Tu sais pas que ça existe. Mhm. Et ça aussi, c'est la même chose, tu vois. Ouais, Le truc, les Américains, on leur a proposé ça, ils ont fait oh, bah ouais, ça a l'air chouette, ils ont regardé. En gros, j'ai vraiment apprécié 10%, c'est vraiment chill, pépère, relax, on rigole bien, on se tape des bonnes barres. Et voilà, si vous voulez voir vos célébrités préférées dans des situations complètement folles, je vous invite à aller voir 10%, c'est sur Netflix. Merci Netflix. Ben justement, on va encore rester sur Netflix. Ah ben voilà. Comme quoi, Netflix, il nique le game, quoi. À fond. Hein. Mais ce qui est vraiment génial avec eux, c'est que ils permettent aux auteurs vraiment de s'exprimer librement, tu vois. Ouais. Genre, tu pitches le truc, les gars, ils sont là... ok. Ouais, on donne 100 millions. Mais tu sais qu'ils sont en déficit de 14 milliards. Mais oui, mais ça c'est comme beaucoup de sociétés. Et en fait, c'est juste... Oui, bon, après, tu vas avoir les investissements, etc. Mais ils sont tellement mais ils ont une loin valeur dans le complètement game. dingue. Ils sont tellement loin dans le game que tous les studios d'Hollywood sont bookés par Netflix. Et donc, parfois, ils ne savent pas pourquoi ils le bookent, mais ils doivent le booker pour une idée X ou Y, quoi. Là, c'est clair que ça permet des projets qui n'auraient jamais existé avant, quoi. Justement, moi, je vais parler d'une série qui a des couilles, surtout pour des Français. C'est une série d'horreur qui s'appelle Marianne, qui a été réalisée par Samuel Baudin, avec Victoire Dubois, Lucie Boujna et Alban Lenoir. Un peu pour parler du synopsis, et après je vais vraiment parler de mes kiffs, pourquoi j'aime cette série. On va suivre les traces de Emma, une jeune auteure de fiction d'horreur, qui réalise que le démon qu'elle a créé dans ses livres serait bel et bien réel et vivrait dans sa ville natale d'Elden. Sympa. C'est sympa. Écoute, moi j'étais pas trop chaud au départ quand j'ai vu que c'était français. Je t'avouerai que j'ai regardé Balle perdue, j'ai vu Alban Lenoir, et du coup je me suis dit putain, il faut que je regarde. Tu le trouves bien dans Balle perdue ? Je le trouve pas bien, mais le truc c'est que, je sais pas si tu sais, c'est lui qui a fait toutes ces cascades. Oui, je sais bien, j'ai regardé le truc. Enfin, pas tout, mais ouais, il a fait le plus possible. Il a la scène culte du commissariat, c'est lui qui l'a fait, quoi. Mais là-dedans, il joue un rôle secondaire, et je pense que les rôles secondaires lui vont à merveille, tu vois. Quand tu vois juste un peu Alban, il est vraiment bon. Je kiffe cette série parce que elle est vraiment bien rythmée, l'histoire est vraiment prenante en fait, et bien rythmée, il y a vraiment une bonne dose entre tes moments de stress et tes moments où ça va être un peu plus relâché, tu vois. Construction de l'histoire, quoi. Un peu, construction de l'histoire, mais aussi des touches d'humour à l'intérieur, tu vois. Bien que parfois les touches d'humour sont vraiment lourdes, parfois t'es en mode, cette vanne n'était pas du tout nécessaire. Il y en a qui passent vraiment crème et qui te permettent, après une grosse séance de tension, de décompresser un peu. Tu vois. C'est original. Et surtout, ce qui est là vraiment difficile à faire, c'est que quand t'es sous tension, gros, t'es vraiment sous tension. Tu vois, c'est pas une série d'horreur qui va jouer sur les jumpscares. Donc, les jumpscares, c'est quand on fait une scène et on fait bouh d'un coup. On va vraiment jouer sur du slow burn. Monte, quoi, ouais. Ça va vraiment monter en... Je déteste. En truc. Ah ouais, non, mais c'est les pires. Et c'est ça que moi j'adore. C'est tout ce qui est en slow burn, où te montre pas directement, où tu stresses vraiment ta vie. Ça ne va pas. Et du coup, on sent vraiment que Samuel Baudin s'est inspiré du cinéma américain là-dessus. Donc, pour citer des noms, on retrouve un peu vraiment du James Wan, donc le réalisateur de Insidious, etc. Je veux vraiment saluer le jeu d'acteur des seconds rôles. Donc, j'ai parlé d'Alban Lenoir, mais vraiment celle qui va te faire flipper ta mère. C'est la dame qui incarne Marianne. Enfin, j'ai vu des avis sur le net comme quoi, oui, elle en fait des caisses, etc. Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est un truc qui te reste dans le truc, dans la tête, tu vois. Okay. Elle est folle. Mais vraiment, c'est ouf. Franchement, dans les points négatifs, donc j'ai parlé de l'humour vraiment lourdeau, où j'ai vraiment du mal, c'est le héros principal. Enfin, l'héroïne principale, donc Emma. Parfois, j'ai envie d'aller dans l'écran et lui foutre des claques, tu vois. Elle joue pas terrible, surtout quand tu vois la qualité de jeu des personnages secondaires. C'est ce qui m'a fait vraiment rester, hein. C'est les personnages secondaires. Elle, je n'en ai rien à foutre. Elle peut mourir d'un épisode à l'autre, je m'en fous, je serai là, alléluia, le plaisir.
Non, son personnage, j'ai du mal, surtout au niveau de l'écriture et des valeurs qu'elle incarne. Ce qui est vraiment ouf, c'est que Samuel Bodin a rêvé, enfin plutôt cauchemardé, Ouais. de cette série. Quand il était gosse, il y avait une sorcière qui venait hanter ses rêves. Et puis, ses cauchemars sont subitement arrêtés quand il a commencé à regarder des films d'horreur, en fait. Oh. Et du coup, il s'est dit, bah, je vais faire un film d'horreur pour vraiment expier Ouais, mes totalement. peurs et permettre aux autres personnes d'avoir cette même épiphanie Ok, que moi, écoute. quoi. Je voulais juste rajouter, je vais terminer là-dessus, c'est qu'il avait imaginé en 3 saisons. Malheureusement, Netflix a décidé de ne pas renouveler cette série. Aïe, aïe, aïe. En fait, c'est complètement incompréhensible. Mais vraiment, hein, parce que tu as un accueil chaleureux des critiques. Donc, il y a un consensus mondial, que ça soit français ou américain, comme quoi cette série est vraiment géniale. Elle est vraiment bien écrite, elle est vraiment bien réalisée, l'esthétique, tout parfait. Même Stephen King l'a adoubé. Oh, oui. Si Stephen King a Stephen dit- l'a dit. Stephen King a décrit la série comme étant un mixte de Stranger Things au niveau de l'humour, ouais, etc. ouais. Et de ses œuvres, quoi. Ok, ouais. Euh, Normalement, duo gagnant, quoi. je comprends pas, tu Mhm. vois. Et puis même le public, donc les gens qui Ouais, ont regardé la ça avait série, des qui bonnes- ont Bah, donc ont peut-être dit pas ça. assez de gens ont regardé. C'est sûrement ça. Bah, faut croire, ouais, mais je ne comprends pas. J'espère qu'elle aura un relan de popularité. Un regain, pardon, de popularité. Parce que elle en vaut vraiment la peine. Et si vous êtes fan d'horreur, je vous conseille fortement cette série. C'est pas non plus... Enfin, si vous êtes, comme moi, des drogués de l'horreur, vous n'allez pas vraiment avoir peur, vous allez stresser. Enfin bref, comme tout film d'horreur maintenant. Ouais. Mais ça se regarde Ça et en vaut surtout la ça peine, s'apprécie, quoi. Ouais. Si on fait abstraction de l'héroïne principale, mais vraiment tous les autres rôles secondaires, que ce soit les parents de Emma, que ce soit les amis de Emma ou même les antagonistes, en valent vraiment la peine. Et je vous conseille ça, quoi. Tout simplement, il faut passer outre Emma, quoi. Je sais que Ok. ça peut être Bah ouais, rebutant, bah donc mais- n'hésitez pas à aller voir ça. Encore une fois, c'est bien 2 styles complètement différents qu'on propose. Donc si vous voulez avoir un peu peur, Marianne sur Netflix. Si vous voulez rigoler un peu, bah 10% sur Netflix aussi. Donc, Tout à fait. Voilà, là, c'est Punaise, mais incroyable. on est complémentaires. Est-ce que la C'est série ça, va là. continuer sur la musique? À voir tout de suite. Et bien pour parler musique française, moi j'ai décidé de parler d'un mec qui connaît la street, la vraie, hein, pas comme Toi, t'es resté, quoi. pas comme Mathieu. Toi, t'as vécu dans les HLM. Voilà quoi. Et donc évidemment, je vais suivre la tendance et je vais parler du style musical numéro 1 aujourd'hui en France, c'est-à-dire le RAP, mon frère. Oh là là, tu vas parler du rap-jeu. Mais oui, bien sûr. Par contre, évidemment, je vais pas vous parler des millions de rappeurs de bouse qu'on entend aujourd'hui. Hein. Ouh là là, ça clash claque. direct. Ça tire à balles réelles, frère. Et voilà, j'ai envie de vous parler quand même du tonton, le vrai tonton du rap français, celui qui m'a fait découvrir et aimer ce monde, Mr. Kerry James. Parce que pour moi, Kerry, c'est le boss. Et même si il s'est un peu éparpillé vers la fin, et qu'aujourd'hui il est plus scénariste, réalisateur, comédien que rappeur, c'est quand même le boss, quoi. Et donc Kerry, il a commencé sa carrière de rappeur très tôt, hein. À 13 ans, il crée déjà le groupe Ideal G avec ses potes. Viendra ensuite l'époque de Mafia qu'un Free, et après 2 albums sortis en 2001 et 2005, la révélation arrive grâce à son meilleur album, À l'ombre du show business, en 2008, avec, s'il vous plaît, un featuring avec Monsieur Charles Aznavour. Oh là là. Et là, tu pèses dans le game. Évidemment, là, c'est la consécration. Pour moi, c'est un des meilleurs albums rap de l'histoire de l'humanité. Il enchaîne ensuite avec l'album Réel en 2009, avant de dire vouloir faire une petite pause et quitter le monde du rap. Il finira bien évidemment par revenir avec 3 nouveaux albums en 2013, 2016 et 2018. Bon, moi, c'est des albums que j'ai un peu moins aimés. Mais voilà, pour moi, c'est quand même le big boss, quoi. C'est vraiment lui qui m'a fait découvrir le monde du RAP et surtout le monde du rap engagé, du rap politique. Parce que voilà, on a souvent cette image du rap, surtout actuellement, d'un style musical assez léger au final, alors que l'essence même, je trouve, du rap, c'est dans les textes qui sont très profonds, très bien écrits. D'ailleurs, Kerry le dit lui-même, il refuse de reconnaître qu'en ce siècle, les rappeurs sont les héritiers des poètes. Oh là là. Merci monsieur Kerry. Quoi, tu veux dire qu'il adoube pas PNL? Tu vois, genre PNL... Après, PNL, c'est un Je autre t'aime. PNL, c'est un autre délire, tu vois. Ouais. Tu vois, genre son album À l'ombre du show business, quand tu regardes, il y avait des textes complètement ouf. Je pense par exemple à L'Impasse avec Béné, où il raconte tout le schéma classique
du jeune de cité qui essaye de se faire de l'oseille avec l'argent sale. Et donc il explique ça à Béné qui est un jeune rappeur. Et Béné qui lui répond ouais mais j'ai pas besoin de faire des études, c'est maintenant qu'il me faut des thunes, etc. Et Kerry qui lui expliquait ouais mais c'est bien, tu vas faire ça et c'est comme ça que tu vas finir quoi. Très Toi, belle chanson. ça t'a pris Moi le cœur, en tant que jeune de 13 ans blanc De la street. dans ma cité dans ta cité. dans ma cité bourgeoise, je C'est me suis ça. dit ouais ça c'est la vraie vie ça Ça me fait frère. parler. Voilà, Kerry aujourd'hui, il fait beaucoup parler de lui en tant qu'homme d'écriture, surtout en tant que comédien. Il écrit d'abord la pièce de théâtre à vif, qu'il va finir par jouer et interpréter évidemment. Son texte sera ensuite adapté à l'écran dans un long métrage produit par Netflix. Ben oui. Oh là évidemment. là. Netflix a fait Banlieusard, a décidé de produire Banlieusard. Et donc ça aussi, hein, encore une fois, Kerry il dit ben voilà, j'ai essayé de trouver des gens pour produire mon film, personne n'a voulu. À Netflix ils ont dit frère, tu veux faire un truc sur la cité? Bim, je te donne le bif. Mais ça, c'est sorti. Ouais, c'est sorti sur Ouais, Netflix. mais ouais, ouais. c'était pas terrible, c'est ça? Non. Ouais, il me semblait bien, c'était un truc du style. Il me semblait bien qu'il y avait une couille dans le pâté. Bah, c'est voilà quoi. C'est une pièce de théâtre adaptée au cinéma, quoi. Tu vois, avec quelques ajouts d'une histoire, d'une romance. Enfin, tu vois des trucs. D'une romance ou d'une bromance? Non, une romance. Après, il y a la bromance de la street, tu vois, mais ça c'est autre chose, quoi. Bon, voilà, ça c'était pas ouf, mais ça a le mérite d'exister. Et alors, au cœur de ses œuvres, la même question qu'on retrouve tout au long de sa carrière musicale, hein, aussi. L'État est-il seul responsable de la situation des banlieues en France? Sale question, mon frère. Ah ouais, lui, il met l'État dans le mal, quoi. Bah ouais, évidemment. Mais lui, dans sa pièce de théâtre et dans son film, pas trop. Surtout dans sa pièce de théâtre, il joue le rôle du gars qui dit non, l'État n'est pas responsable. Donc voilà. Ok, Et c'est un porteur. propos qui tient dans beaucoup de ses musiques, évidemment. Bon, on demanderait bien à Kassovitch ce qu'il en pense, hein, mais je pense qu'il est trop occupé à siroter des cocktails ou bien à se faire une petite partie de pétanque. Oh là là, mais ça tire, là, ça tire. Attends, Kassovitz, il a connu le H&M, Bien sûr. il a tourné à la Cité Noé. Et donc, évidemment, c'est là que ça devient intéressant parce que la banlieue, lui, il l'a connu, Kerry, et surtout, il l'a rappé. Quand je l'écoutais, ces petits textes, je me dis, mais ouais, ça, c'est la street, mon frère, la vraie, tu vois, pas celle que les rappeurs, ils nous disent, ouais, shit, gonzesse, arme à feu, tu vois. On va se faire un McDo. Voilà. Lui c'est vraiment. Enfin, c'est real, comme il dit, quoi. Kerry, c'est mon dieu. Après, voilà, ça fait quelques temps que je l'ai plus écouté. Mais il est super évidemment. connu en Inde, non? En Inde? Ouais, Ah, les fameux Kiri. Kerry. La vache Kerry aussi. Ouais, c'est ça. Bref. Merci, Dali. That joke, tout ça. Bah donc voilà, oui, au-delà même de ces textes très engagés que j'apprécie, il sort quand même des grosses bangers. Le combat continue partie 3, c'est, je pense, bon classique du rap français. Le retour du rap français, enfin voilà, il sait vraiment tout faire. C'est vraiment le boss. Donc si vous voulez découvrir un peu le monde du RAP français, je vous le conseille. C'est peut-être un peu trop violent. Si vous voulez un truc un peu plus doux, je vous conseille Dinos. Ouais. C'est un peu plus doux, c'est tout aussi bien écrit, voire même mieux écrit. Mais voilà, évidemment, quand on parle musique aujourd'hui en France, on est obligé de parler du rap, tu vois. C'est même PNL. Hein. C'est le genre numéro 1. Ouais, bah, je te partage. Après, je suis pas trop rap, je t'avouerai. Enfin, rap français, surtout. Moi, je vais pas du tout parler de rap FR, tu te doutes, puisque c'est pas du tout mon monde. Parce que dans mon monde à moi, il n'y a que des poneys. Je vais parler plutôt d'électro. D'électro FR. En fait, j'ai vraiment hésité. Ouais, j'adore aussi. C'est ça en fait, c'est David Guetta, c'est trois notes sur un clavier et puis on s'enjaille quoi. Non, du tout. Je vais parler. Enfin, j'ai vraiment hésité. J'ai hésité encore à faire une rétrospective et parler de du Trompère. Et pour finir, j'ai choisi donc l'électro avec The Blaze. Ok. C'est un petit groupe qui est composé de 2 cousins, Guillaume et Jonathan Aleric. Il est né en 2016 et il est né via YouTube. Ils ont posté leur première vidéo. YouTube, il a accouché. Ils ont accouché, comme ça. Putain, mon Putain, frère. Et t'as Viril, qui est le titre pour moi fondateur du groupe. Non pas que par le fait que c'est eux, enfin c'est le premier qu'ils ont sorti, mais c'est vraiment l'ambiance de ce titre va vraiment se retransmettre sur tout le reste. Ok. Au niveau du timbre de voix, parce que donc c'est de l'électro, mais il y a aussi une voix principale qui est un peu mécanique comme ça, un peu robotique, qui est emplie de sentiments. C'est vraiment quelque chose de particulier, qui est vraiment propre à eux,
où tu as une voix qui n'est pas du tout humaine, c'est clair et net, mais tu sens les sentiments au travers justement des textes qu'ils ont. Donc par exemple dans Viril, il dit Oh, come with me, we're gonna burn a sunset. Just take your lighter, sky will be better. Sky will be better in red. We will find some love and we will find some light. We'll never be alone because everything will be so bright. Et, Attends. Là, on est en train de faire une émission spéciale française et toi, tu me sors 2 DJ qui ont des textes en anglais. Ouais, ils ont des Non, textes mais en mon anglais. frère, c'est quoi ça? Ouais, non, je suis désolé. Mais j'ai hésité aussi à parler de Magenta, où eux, ils parlent en français avec vraiment Ouais, mais ça, j'aime pas du tout. la French touch. Mais ça, je m'en fous, t'aimes pas, moi je kiffe. Avec la French touch électro, mais franchement, The Blaze, c'est tellement ouf, en fait. Et donc, c'est leur voix qui trafique ou bien C'est leur voix qui Ok. trafique. Donc, quand tu vas voir un concert de The Blaze, c'est eux qui chantent directement sur scène. Avec le leur micro, l'effet autotune, déjà. etc. Ok, quoi. ok, Et ouais. tu sens la différence, justement, parce que tu sens qu'ils travaillent l'effet directement sur scène et pas, c'est pas un preset. Ouais, quoi. c'est pas du... Parce que tu sens la différence de timbre entre Ok. l'audio scénique et l'audio album, quoi. C'est des gens aussi qui sont très humains, enfin, ils essaient de se faire passer très humains. Et quoi, ils sont un peu en mood Daft Punk qui se cachent ou... Ils sont... En fait, quand tu vas voir des photos, etc. d'eux, c'est vraiment trouvable. Tu vois leur tête, tu connais leur nom. Tu vois, c'est pas la Daft Punk où t'as Ouais. mis je sais plus combien d'années pour connaître Ouais. le nom des Ouais, DJ. mais enfin, tu peux trouver leur face quand même. Mais tu peux trouver leur face, ouais. Et, Mais donc, ils se montrent pas... mais c'est là où ils vont, justement, j'en viens, puisque je parle de la scène. Ils ont installé toute une ambiance dans la scène. Tu as des énormes écrans juste derrière eux qui font écho à leur musique, à leur clip officiel qu'ils ont tourné, ou alors qui font écho simplement à leur son, Ok. et l'ambiance qui règne dans la musique. Eux se mettent pas du tout en valeur. Donc c'est pas un David Guetta qui va se mettre au plein milieu de Ouais. la scène, etc., qui va faire... Sur son balcon à Miami. C'est ça. Non, c'est vraiment une ambiance noire sur eux, ou alors, enfin pas vraiment noire, ils mettent en fait plein de lumière sur eux pour que tu ne vois pas Ok, justement ouais, leur je vois. visage, Ok. et que tu te focuses essentiellement sur les écrans ou sur la musique ambiante, quoi. The Blaze aussi, c'est une musique qui est particulière. Donc c'est une musique qui correspond, enfin en tout cas pour moi, je parle toujours pour moi, je peux l'écouter triste, je peux l'écouter mélancolique, je peux l'écouter joyeux, je peux l'écouter En énergétique, colère, ouais, en ça colère, passera etc. toujours. C'est un truc qui passe crème tout le temps. Mais tout le temps, quoi. Je peux l'écouter n'importe quand. Je sais que je peux le mettre et je suis à fond, Ok, quoi. ok. Alors oui, c'est vrai, ils parlent en anglais, mais j'ai vraiment du mal avec les gens qui parlent français. Je conseille vraiment cet artiste qui laisse le temps au temps. C'est-à-dire que donc ils ont fait le clip Viril avec 100 balles, Mhm. mais c'est tout simplement... le gars, il disait, ouais, on avait 100 € parce qu'on était dans la dèche. Ouais. On avait 2 acteurs et un appartement, c'est tout. Ok. Et c'est tout ce qu'il a fallu pour les propulser à 6 Mhm. millions de vues en un mois, quoi. Et puis leur chanson Territory, qui fait la bande-son de quasiment toutes les pubs de voitures, Ça, qui c'est est jackpot, ça, vraiment ouf. direct, ça. Non, mais le truc, c'est que cette musique-là, ils ont mis plus de 8 mois pour faire le clip et tout. Ils n'ont pas tourné avec beaucoup de moyens, tu vois. Mais ils sont à 55 M, là, sur YouTube, quoi. Au niveau des albums, donc on a une première musique en 2016. Et c'est seulement 1 an après qu'on a un EP, en 2017. Et 2 ans après, tu as Dance Hall, qui est leur premier album, Ok, quoi, en donc c'est 2019. tout récent. C'est vraiment tout récent, leur premier album, donc Dance Hall. Toute leur discographie, franchement, je vous invite à les écouter parce que c'est ouf. Et surtout, tout le monde se les arrache, quoi. Donc, comme je te l'ai dit, ils font des pubs, etc. Ils ont fait des tournées aux États-Unis, ils ont fait Coachella, gros. Ouais, Ils bah, Aya aussi, elle devait faire Coachella. Coachella, ouais, c'est vrai. Donc, ils ont fait Coachella avant de sortir leur album. Ah ouais. Pas mal. Quand même, hein. Ouais, c'est pas mal. Et puis The Weeknd a sorti Oui. son nouvel album, After Hours. After Hours, et sur l'album Deluxe, Oui. qui tu retrouves en remix De Blaze, de je suppose. After Hours. Sur l'album, donc tu imagines, ils ont fait un Ouais, remix j'avoue. de la chanson titre de l'album de The Weeknd. Pas Enfin, mal. si ça, c'est pas pesé dans le game. Non, c'est pas ça, non. Ils ont fait aussi des remixes pour M83, qui est un autre français qui a Putain, percé il dans le milieu existe de encore, l'électro. Ouais, toujours. Ah, j'ai pas du tout suivi. Et c'est toujours bien. C'est d'ailleurs, si vous voulez continuer dans le délire de Ouais. Blaze, je vous conseille de continuer avec M83,
qui est aussi un Français qui fait de l'électro, qui est tout aussi bien, quoi. Enfin voilà, De Blaze, c'est mon petit péché mignon. Ce sont des artistes que j'aime énormément. Ce sont des humains dans leur façon d'écrire la musique. Ils se disent qu'ils s'inspirent justement de l'humain pour construire les morceaux. Et ils sont pas du tout en preset, tu vois, quand ils font leur musique. Ils se disent, bah non, on vient avec nos sentiments et on vient avec... on fait tout à partir de là, quoi. Ok, ben intéressant. De toute façon, tout ça, évidemment, va se retrouver dans la playlist Bien sûr. La douceur musicale, Le Popcast. le Popcast. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce patrimoine français de la culture ? Ben, j'ai envie de dire que la pop culture, c'est un peu comme... La pop culture, c'est comme de la confiture. Moins on en a, plus on l'étale sur sa baguette. Oh là là, il il l'a l'a fait. fait. Ça y est, la référence à la baguette. Allez, à la semaine, À la semaine dans 2 prochaine. semaines, pardon. Ouais, dans 2 semaines. Ouais, bah oui, il faut s'y faire. Allez, à dans 2 semaines. Ah, dans 2 semaines.